Donc bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence. Pour écouter donc Daniel Pauly, que tout le monde connaît, mais j'ai plaisir à rappeler qu'il est professeur à l'Université de Colombie-Britannique au Canada. C'est, et vous irez dans mon sens, le plus grand spécialiste au monde des ressources marines. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avions confié la tâche de nous parler des impacts de la pêche et du réchauffement climatique sur les écosystèmes marins. Et je profite d'avoir la parole pour dire qu'une magnifique biographie rédigée par David Grémillet du CEF lui a été dédiée. Et bon, voilà, vous pourrez, j'espère, l'acquérir et les parcourir pour découvrir ce qu'il va sans doute nous dire en raccourci ce soir. Je profite également pour vous dire que demain soir, à l'issue du comité scientifique du parc de la mer de Corail, dont Daniel Pauly est membre, il y aura une conférence donnée en duo avec Gilles Boeuf, qui est le président de ce même comité, qui portera sur le parc de la mer Corail et cet espace possiblement comme espace de bio-inspiration. Donc, ça sera une conférence à deux voix sur ce que la mer, l'océan, peut apporter à l'homme pour l'aider dans son bien-être. Donc voilà, je donne la parole. Ça marche pas. Ah oui, on me fait des grands signes. Il faut que vous vous munissiez des écouteurs que Sylvie vous distribue de telle sorte que vous puissiez entendre au mieux les paroles de Daniel, que vous les buviez. Et donc, vous aurez une traduction simultanée. Daniel fera sa conférence en français, puisqu'il est français et canadien. Donc, c'est en français, Daniel ? Oui, voilà. Donc, pour les non-francophones, vous aurez une traduction grâce au travail merveilleux que font les traducteurs perchés là-haut dans leur cabine. Voilà. Donc, une petite séance de questions, évidemment, sera donnée en fin d'exposé. Et je pense, Sylvie, on peut lancer le... oui. Ben voilà, Daniel, la parole est à toi. Voilà. Alors, je suis enchanté d'être ici. Ce n'est pas la première fois, mais vraiment, je suis enchanté d'être ici. Je vais faire cette présentation en français, mais j'ai quitté la Suisse où j'ai grandi à l'âge de 16 ans. Alors, il faudra me pardonner. Depuis, j'ai vécu en germanophonie et ensuite en anglophonie. Alors, des fois, je cherche mes mots. Mais de toute façon, vous le savez bien, on travaille très souvent en anglais et on ne trouve plus les mots qu'il faut en français. Alors, je vais commencer il y a 300 000 ans avec l'homme moderne qui a évolué bien sûr en Afrique. On le sait maintenant. J'ai changé cette diapo de 200 000 à 300 000 ans, mais ça ne change rien parce qu'en fait, on était au début vraiment dans l'écosystème, comme proie des grands carnivores et des rapaces même. Et un jour, enfin, ça a duré longtemps, on est sorti de cette situation en inventant, disons, peut-être des bâtons pointus et surtout le langage qui nous a permis de collaborer de façon à devenir des chasseurs plutôt que des chassés. Très bientôt, nous avons acquis la capacité de penser en symbole. Et la meilleure preuve de ça, c'est la découverte de coquilles avec de l'ocre dedans que les gens utilisaient pour se peindre et pour te donner une identité. Ça, c'est vieux de 165 000 ans en Afrique du Sud. Donc, nous utilisions déjà des produits, des coquilles, des coquillages, des animaux côtiers, mais ensuite aussi, nous utilisions aussi des symboles pour nous identifier. Ensuite, une autre étape importante, c'est l'invention de harpons, qui est documentée il y a 90 000 années.
dans une région du Congo. Donc, le répertoire intellectuel de l'homme, il était plus ou moins complet. Enfin, quand nous sommes sortis, enfin certains de nous, de l'Afrique. Ça a eu lieu malgré ce mauvais dessin, peut-être il y a 70 000 ans, vers le Yémen, parce que notre présence il y a 100 000 ans en Afrique, dans le Moyen-Orient, a été une présence, ça n'a duré que quelques milliers d'années. C'est là que nous avons rencontré des Néandertals, mais ce n'est pas de là que nous avons envahi l'Europe et les autres continents. C'est probablement à partir du Yémen. Bien sûr, on le sait bien, dès que nous avons quitté l'Afrique, où les animaux savaient que un singe bipède avec des armées de bâtons pointus était dangereux. Alors, en Afrique, ils le savaient, les animaux, ils ont coévolué avec nous. Ça a été un massacre incessant de grands mammifères et de grands oiseaux en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, partout. Partout où nous sommes arrivés, les grands animaux sont morts, ont été exterminés. Ça, c'est les genres qui ont disparu, ce n'est pas les espèces. Alors, c'est amusant, ceux qui disent que ce n'est pas nous qui avons fait ça, ils doivent trouver des changements climatiques qui ont lieu chaque fois qu'on arrive quelque part. Ça serait bizarre quand même. Ensuite, nous avons inventé, donc c'est l'espèce invasive par excellence, c'est là que je veux en venir. Ensuite, nous avons inventé l'agriculture, et bien sûr cette carte est fausse aussi, parce que l'invention de l'agriculture est indépendante en Asie. Le riz a été domestiqué indépendamment du blé au Moyen-Orient, du millet en Afrique et du maïs et de la pomme de terre en Amérique du Sud. Le maïs au Mexique et la pomme de terre en Amérique du Sud. Donc, avec l'agriculture, bien sûr, est venue la désertification. Et cette désertification, on peut la suivre dans l'histoire. Beaucoup de peuples du centre-Asie, du centre de l'Asie et du Moyen-Orient ont eu une ascendance qui a duré à peu près 200-300 ans jusqu'à la désertification de leur territoire central. Et après, ils ont été remplacés par un autre. Et une des exceptions, c'était l'Égypte, parce que le Nil, bien sûr, rajeunissait la terre tous les ans. Et bien sûr, nous avons liquidé ça en construisant le fameux réservoir de Nasser. Et bien sûr, l'Égypte va aussi y passer. Aux États-Unis, quand je fais cette présentation, je mentionne aussi que l'esclavage, il a été surtout la guerre civile aux États-Unis, elle était surtout sur l'expansion de l'esclavage, pas l'esclavage lui-même. Les gens en Amérique du Nord, au nord de l'Amérique du Nord, ils étaient d'accord avec la continuation de l'esclavage, mais ils n'étaient pas d'accord avec son expansion. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient ceux du Sud voulaient importer ou exporter l'esclavage parce qu'ils avaient détruit les sols dans le sud des États-Unis. Et on peut encore le voir maintenant. Le coton et le tabac détruisent les sols. Donc ça a été une lutte surtout à cause de la désertification. Bien sûr, après cette expansion des chasseurs-cueilleurs et cette expansion de l'agriculture, il y a eu cette expansion gigantesque des peuples austronésiens, qui continue d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'Austronésiens maintenant aux États-Unis. Quand on va au nord aux États-Unis, au Canada, si on va au Winnipeg, dans d'autres régions froides, on trouve des tas de Philippins. Donc l'expansion des Austronésiens continue. Mais cette expansion était la dernière grande expansion avant l'expansion européenne. L'expansion européenne, elle est surtout reliée à la technologie de guerre, des bateaux, armés de canons, mais aussi on trouve l'expansion la plus importante, c'est l'expansion de l'industrie qui s'est faite à partir de l'Angleterre et bien sûr qui finit par la Chine, qui est maintenant le plus grand producteur d'acier. Alors, toutes ces histoires que je vous raconte d'expansion, on arrive finalement à la pêche.
parce qu'avec de l'acier, on peut construire des bateaux à vapeur. Et les bateaux à vapeur, les chalutiers à vapeur, ça a été une invention qu'on a déployée à partir de 1880. Et les bateaux à vapeur, les chalutiers à vapeur, ont en fait liquidé les stocks côtiers autour des îles britanniques. Et à partir de dizaines d'années, en 10 ans, 15 ans, ils ont dû aller au large, c'est-à-dire en mer du Nord, et ensuite en Atlantique Nord, et ensuite on les a retrouvés en Islande. Les Anglais ont fait une guerre aux Islandais, et ce facteur d'expansion, c'est bien sûr celui dont j'ai parlé jusqu'à présent, mais maintenant on est dans l'océan. Et bien sûr, cette expansion a augmenté les prises autour des îles britanniques, et bien sûr, les prises, elles diminuent maintenant, elles sont quasi... il n'y a plus rien en Angleterre, autour de l'Angleterre, et l'Angleterre a besoin d'importer le poisson qu'il consomme, comme d'ailleurs le reste de l'Europe. Et cette expansion, elle s'est faite au moyen d'instruments de guerre, parce que la technologie déployée pour attraper du poisson, c'est une technologie qu'on a développée pour combattre les sous-marins allemands, à savoir donc les bateaux à vapeur. Ensuite, ils ont passé au diesel. Ensuite, ils ont passé au radar, à l'acoustique, je sais pas comment, hydroacoustique. Ensuite, le sonar, les avions qui accompagnent les bateaux, et la navigation par satellite. Tout ça, c'est des inventions qu'on a fait pour la guerre. Et bien sûr, cette guerre, on l'a gagnée. On l'a gagnée, la guerre contre les poissons. Et, pardon? Hein? Ouais. Et c'est une guerre de matériel, et donc le matériel de guerre, c'est des bateaux de plus en plus efficaces, et ça, c'est une représentation des instruments qu'on utilise pour pêcher les poissons qui, je vous le rappelle, ont un cerveau à peu près d'1 millimètre de diamètre, la plupart, 1 millimètre, 2 millimètres de diamètre. C'est bien sûr qu'on va gagner la guerre contre les poissons si on utilise des termes comme ça. Alors, bien sûr, avec ça, on a liquidé les stocks dans les métropoles, dans les côtes de toutes les métropoles, et on se retrouve forcé de continuer cette expansion. Voilà un exemple, la Corée, en 1950, en 1965 et en 2014. Bien sûr, je peux faire la même chose pour d'autres pays, par exemple l'Espagne, qui a commencé en 1950, elle était là, ensuite elle est là, et ensuite... et ça, c'est la Chine. Quand le papier a été publié, c'est un papier que nous avons fait pour la Commission européenne, le département le comité des pêches nous a fait un contrat pour qu'on décrive la situation de la Chine. À l'époque, il n'y avait pas de Chinois dans les Antilles. Maintenant, il y a une base chinoise, je crois que enfin, je ne sais plus où, mais ils se sont établis là aussi, donc ça va augmenter cette partie rouge. Bon, bien sûr, on pêche beaucoup plus profondément, et c'est tout à fait normal pour un bateau, pour un chalutier espagnol ou sud-coréen de travailler à 1000 mètres de profondeur, où il n'y a pratiquement rien. Bon, alors, avant de continuer, je dois mentionner que pour la pêche, bien sûr, la pêche, c'est pour attraper des poissons. Et comment est-ce qu'on sait, quand on fait de l'halieutique, bien sûr, si on travaille sur les poissons, de son pays, en général, on connaît les pêcheurs, on connaît le problème des statistiques de son pays. On n'a pas besoin de la FAO, on n'a pas besoin de données internationales. Par contre, quand on travaille au niveau international, on a besoin de données internationales. Et il n'y a une seule source de données internationales, c'est la FAO, à Rome. Et tous les pays, y compris donc
la Nouvelle-Calédonie envoie chaque année les prises qui sont faites surtout par sa pêche industrielle. Alors, la pêche industrielle, c'est une partie de la pêche, et il faut bien ajouter les autres éléments. Et nous avons fait ça pour 273 territoires et autres pays maritimes, et nous avons fait des reconstructions des prises. C'est un travail titanesque qui a duré une quinzaine d'années. Il est documenté sur notre site web, et le résultat, c'est que des collègues qui ne m'aiment pas, il y en a beaucoup, ils disent maintenant qu'on n'a pas besoin des prises. Comme ça, le travail, on n'a pas besoin de prises. Et imaginez un peu qu'il a fallu justifier la connaissance des prises d'une pêcherie. Alors, parce que j'ai des collègues, bien sûr, qui disent qu'on n'a pas besoin de savoir les prises. Enfin, donc ces prises sont disponibles sur notre site web, et par exemple les prises du Sénégal, et vous pouvez voir ici les prises officielles. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence tellement grande? On peut le voir ici pour 22 pays de l'Afrique, du Maroc à la Namibie. Alors, les prises officielles représentent une partie des prises industrielles et aussi une partie des prises artisanales, mais ensemble, elles représentent moins que les prises réelles industrielles. Ensuite, il y a toutes les prises de subsistance qui ne sont pas rapportées du tout. Les femmes qui font des collectes de crustacés et de mollusques dans les mangroves et autres. Ensuite, il y a les pêches illégales. Il y a la pêche, il y a les rejets qui sont. Il y a même des prises récréatives qui ne sont pas comptées. Ça existe. Il y a maintenant des safaris de pêche en Afrique occidentale. Donc voilà les prises officielles, les prises reconstruites, les prises domestiques. Et les prises actuelles de la région, en fait, il y a toute une ribambelle de pays étrangers qui vont pêcher en Afrique, et ils ne sont pas rapportés au niveau des pays. Ils sont rapportés au niveau des zones FAO. Donc, un consultant qui travaille pour la FAO, qui va faire une étude sur la base des données FAO, et il va rapporter un quart des prises actuelles. Un quart. Et ça, c'est un cas extrême, parce que la pêche étrangère est très forte en Afrique. Mais c'est quand même un cas, c'est grave, parce que les prises sont très fortes en Afrique. Ensuite, en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas de trajectoire typique. La trajectoire typique, c'est que les prises se cassent la figure. Et pourquoi est-ce qu'elles ne se cassent pas la figure? Parce qu'elles sont faibles, relativement. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de surpêche excessive, et les prises sont là, continuent. Et elles sont plus basses, bien sûr, elles sont plus élevées, bien sûr, que les prises officielles, que vous voyez ici, les prises officielles rapportées, et les prises étrangères. Il y a un peu de prises étrangères, elles sont là. Oups, excusez-moi. Il y avait des prises étrangères avant, mais c'est surtout les prises de subsistance et de artisanales qui ne sont pas rapportées. Donc ici, il y a du travail à faire, à savoir rapporter à la FAO toutes les prises qui sont faites et non seulement les prises industrielles. Pour l'ensemble du Pacifique, les prises l'ensemble du Pacifique, les prises hors les thons sont très mal rapportées. Voilà les prises rapportées. Et toutes ces prises-là, elles ne sont pas rapportées, c'est en fait surtout des prises subsistance. Par exemple, des pays comme les îles Salomon et autres, toutes leurs prises ne sont pas rapportées. La plupart de leurs prises, ce sont des femmes ou des gens qui font la récolte à pied, et ce n'est pas compté. Dans le Pacifique, vous savez mieux que moi, en fait, qu'il y a des prises énormes qui sont faites et qui ne sont pas rapportées du tout. Et ça a été présenté dans Coral Reefs, c'est pour les îles du Pacifique. Bon, alors, j'ai fini le détour, et on a pu démontrer donc
les prises sont beaucoup plus élevées, les prises qui sont vraiment faites, beaucoup plus élevées, et elles sont en déclin rapide, d'à peu près 1,2 million par année. Par contre, la FAO nous avait raconté jusqu'à présent que les prises ne diminuaient pas. Et en fait, même en utilisant leurs données à eux, on peut voir que les prises diminuaient, mais faiblement. Bon, alors maintenant, les prises, nous les avons, et nous savons donc que dans l'océan, les flux dans tous les écosystèmes, ils vont d'une production primaire. Ici, ce sont des algues, aux zooplanctons que personne ne consomme jusqu'à présent. Ensuite, on va à des petits poissons, comme des sardines et autres. Et en général, ce qu'on pêche, ce sont des gros poissons qui ont un niveau trophique d'à peu près 4. On connaît aussi la productivité primaire de tous les océans à partir de satellites. Et on connaît les distributions de tous les poissons du monde. Enfin, de tous les poissons rapportés dans les statistiques de pêche des différents pays. On a construit leur distribution à partir de données élémentaires, à savoir tout d'abord la zone FAO dans laquelle ils sont, la latitude majeure dans laquelle ils sont. Ensuite, il y a un polygone qui est fait par les experts, et ensuite la profondeur dans laquelle on les trouve, et ensuite on a une probabilité de capture, une probabilité d'occurrence, et on peut relier ça aux statistiques, et les pays qui ont cette espèce, ils vont pouvoir l'attraper dans cette zone où ils sont. Donc on a fait 3000 de ces cartes, et on a les niveaux trophiques de tous ces animaux, parce qu'on a les niveaux trophiques, parce qu'on connaît les aliments qu'ils consomment et le niveau trophique des aliments. Donc à partir de Fishbase, on obtient les niveaux trophiques, on a les distributions, donc on peut construire des cartes. On peut construire des cartes de la quantité de phytoplancton, ou plutôt la fraction du phytoplancton local qui est consommé qui a été consommé pour produire les prises. Et dans les années 1950, en 1950, le 20% ou le 10%, oui, en rouge, il n'y en avait que en Amérique du Nord et en Asie, autour des pays industrialisés. Et il y en a un tout petit peu, on peut voir un tout petit peu sur les zones côtières, mais en général, on était dans le 2-3%. Alors ça, c'est 1950. Et on va aller à toute vitesse, d'un pays à l'autre, d'une année à l'autre. Et je passe d'une année à l'autre. Alors ça, c'est mon film de Hollywood. Je n'aurai pas d'Oscar, mais vous pouvez voir l'expansion. L'expansion, on la voit bien comme ça. Alors, vous voyez que la pêche, c'est vraiment un système global. Ce n'est pas un système local. Il est toujours étudié au niveau local, mais la pêche, c'est un système global. Et ce n'est pas les espèces, ce n'est pas les poissons qui bougent, c'est les flottilles. Voilà. Et alors, toutes ces pêcheries, elles ont toutes des chercheurs qui nous disent qu'elles sont durables. Mais en fait, qu'on peut voir ces pêcheries, elles ne vivent que de leur expansion. C'est comme, comment est-ce qu'on appelle ça, des pyramides, un schème de pyramide, où on a besoin des prises qui viennent d'ailleurs pour alimenter la pêcherie et alimenter les profits pour que ça marche. Et on est en train de les mettre à jour pour 2016. Bien sûr, on peut. C'est la même carte. C'est la même carte 2014, sauf les couleurs sont un peu différentes. Et on peut l'agrandir pour la région où vous êtes. Et vous voyez, l'Australie a des pressions assez faibles
et la Nouvelle-Zélande très forte, parce qu'elle a des pêcheries au chalut et tout, et la Nouvelle-Calédonie c'est un des rares pays qui n'a pas de forte pression. Et donc c'est pour ça que les pêcheries continuent, c'est pour ça que les prises se maintiennent, parce que la pression n'est pas trop forte. Et tous les autres pays autour se cassent la figure. Alors bien sûr, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? On voudrait bien rejoindre les autres et détruire nos pêcheries, ou est-ce qu'on va continuer à garder ce qu'on a? C'est un choix que, en fait, vous avez ici en Nouvelle-Calédonie. Les autres pays n'ont plus le choix. Ils ont zigouillé leurs ressources, on le voit dans la plupart des pays. Alors, comment ça marche? Comment cette expansion fonctionne? C'est surtout une question de subventions. Alors, les subventions, vous voyez ici, c'est la seule image ici qui vient de papier autre que les nôtres. Et vous voyez, c'est 1 euro ici. Donc, c'est de l'argent que la Commission donne aux pêcheries espagnoles, françaises et autres. Et ensuite, on s'achète des bateaux. Il y a de moins en moins de poissons, on détruit les océans. Et ensuite, il faut les pêcher de plus en plus loin. Et on a besoin d'encore plus d'argent. Ça tourne, c'est un cercle infernal. Et pour ceux qui pensent que c'est pessimiste, que c'est négatif, le Parlement européen, ou plutôt la Commission, a recommencé les subventions. Et cette année, ils ont pris la décision d'abandonner l'abandon des subventions. C'est-à-dire, ils avaient décidé d'abandonner le renouvellement des flottilles. Ils viennent de décider de recommencer à subventionner tout un renouvellement des flottilles. Alors, les subventions ont été estimées par la FAO au début des années 90, c'était trop élevé. Ensuite, par la Banque mondiale, ce n'était pas assez élevé. Et ensuite, on a, Rachid Soumala et moi, plus nos équipes, on estime à peu près 35 milliards de dollars, c'est-à-dire un tiers de la valeur des prises mondiales. Et on est en train de publier une nouvelle estimation qui est à peu près la même chose. Elle est mise à jour, mais c'est à peu près la même. Les subventions, elles sont de différents types. Il y a les subventions qui sont avantageuses, c'est-à-dire que l'on considère comme utiles, la sécurité des pêcheurs, la sécurité des marins, bien sûr, la recherche. On sommes chercheurs, bien sûr, c'est toujours bon, mais aussi donc la gestion. Par contre, il y a les subventions qui augmentent la capacité, c'est-à-dire les subventions au carburant, l'achat des bateaux, des subventions du prix du poisson et tout ça. Il y en a des subventions énormes. Et un des pays où les pêcheurs sont les plus subventionnés du monde, c'est la France. La France, non seulement subventionne plus que la plupart, par tête de pipe, par pêcheurs, ils sont parmi les pêcheurs les plus subventionnés du monde. Et en France, sauf que les Espagnols ont plus de pêcheurs. Donc on parle toujours des Espagnols, mais en France, non seulement les subventions en France sont énormes, mais elles sont contraires à la loi européenne. Et très souvent, la France doit payer des amendes énormes parce qu'elle paye des subventions aux pêcheurs qui ne sont pas autorisées. Et bien sûr, les subventions les plus grandes, c'est en Asie. Et des subventions ambiguës, c'est des subventions dont on ne sait pas si elles seront positives ou négatives. C'est-à-dire des subventions au retrait des bateaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, decommissioning subvention, des subventions à la casse. Pardon? Oui. Eh bien, on ne sait pas si ça va augmenter la flottille, la capacité de flottille ou pas. Parce que si un bonhomme vend son bateau, il va à la retraite, c'est une bonne subvention. Mais s'il utilise l'argent qu'il a obtenu pour acheter un nouveau bateau, c'est encore pire qu'avant. Donc ça peut être l'un ou l'autre. On ne sait pas. Bon. Alors, ça c'est un peu ennuyeux. Ceux qui veulent s'endormir peuvent le faire. Il faut expliquer pourquoi les subventions, ce n'est pas bon. Alors, on a un effort de pêche,
on a des prises qui ont une certaine valeur. Si on ne pêche pas, ça, on n'a rien. Si on pêche trop, on n'a rien. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, si on pêche juste, on aura un maximum qu'on peut maintenir. Ça, c'est le principe. Vu que la pêche, ça coûte des sous, on a des coûts. Et la rente maximale est un peu en avant du MSY. Et c'est là qu'on devrait rester. Mais bien sûr, on essaie d'avoir ça. Et en fait, au mieux, on a ça. Et c'est les pêcheurs, en principe, ils pourraient s'arrêter là parce qu'on pense, enfin c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant, qu'ils vont s'arrêter là parce qu'ils gagnent juste assez pour subvenir à leurs besoins, à leur coût de travail. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout parce que les différents pêcheurs, il y aura une distribution plus ou moins normale de pêcheurs qui, certains ont des coûts plus élevés que d'autres. Et donc, ils vont améliorer leur méthode et ça correspond à une diminution du coût de la pêche. Donc, la technologie, elle diminue le coût de la pêche et elle permet la surpêche. Bien sûr, les subventions ont exactement le même effet et c'est là que les choses se gâtent parce que si vous augmentez l'effort de pêche et vous êtes au-delà de MSY, vous diminuez les prises. Et alors ça n'entre pas dans la tête de nos politiciens parce qu'ils assimilent l'effort de pêche à un effort de production. Ils comparent ça à l'activité d'un agriculteur qui va utiliser de l'engrais ou de l'eau pour produire plus. Ou bien dans les fabriques, on investit de l'argent pour produire plus. Alors ils croient que ça, ce sont des facteurs de production. Mais en fait, ce n'est pas des facteurs de production, c'est des facteurs de ramassage. On ne fait que ramasser ce que la nature produit. Et nos politiciens ont tendance, et dans beaucoup de pays, ils ont tendance à être des agronomes ou des ingénieurs, où la fonction de production, elle est monotonique, c'est-à-dire plus on investit, plus on produit. Et dans la pêche, ce n'est pas le cas. Dans la pêche, plus on investit, à partir d'un certain point, moins on produit. Et en fait, c'est tellement mal foutu cette affaire que, en fait, on peut réduire ça, le coût de pêche, jusqu'à pratiquement zéro. Et c'est la situation des pêcheurs appauvris qui n'ont pas, dont le travail ne coûte rien parce qu'ils n'ont pas d'emploi alternatif. Si un pauvre n'a pas d'emploi alternatif, un malgache par exemple, le coût de son travail est très bas. Et dans ce cas-là, il va pêcher 1 kilo par jour. Et je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en Indonésie, j'ai rencontré des gens, déjà en 1975, qui partaient le matin pêcher à 6 ou 7 dans un canot, et ils revenaient avec 3-4 kilos de poissons. Donc, 500 grammes de poissons par jour, par personne. Et c'était en 1975, et j'étais là pour aider à implanter des chaluts, à répandre, préconiser l'adoption du chalutage. Et ils étaient déjà en train de surpêcher la mer de Java avec des prises d'1 livre par jour. Bon, pour la pêche, bien sûr, quand on pêche trop et qu'on subventionne, à la fin, on se retrouve au bout de cette flèche. Vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent le principe de fishing down. On commence par attraper des gros poissons et ça finit assez mal. Il y a des gens qui trouvent que ça n'existe pas, mais bien sûr, si on ferme les yeux, on ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Alors voilà la Chine, la pêche domestique de la Chine, la moitié de ses prises, c'est-à-dire 5 à 6 millions de tonnes, sont produites de cette façon. C'est ça que la Chine produit, les pêches domestiques de la Chine. Ce sont des poissons de 5 kilos, de 5 cm, 4-5 cm, et ils sont utilisables seulement parce qu'ils ont une industrie d'aquaculture où ils peuvent utiliser ça. C'est bien sûr immangeable, c'est un mélange de zooplancton, de méduses,
de petits poissons. Alors, ça marche au bulldozer et ça va dans des conteneurs, ça va dans des élevages. Et la moitié de leur prix, c'est ça maintenant. Et ils ne savent pas comment sortir de ce trou parce que la pêche locale est domestique, est subventionnée, pire qu'en France. Et elle est subventionnée et ils sont des millions à pêcher comme ça. Et le gouvernement ne sait pas quoi faire parce que le gouvernement chinois ne contrôle pas les gens. En fait, il a peur des gens. Il ne veut pas déléguer d'autorité à des pouvoirs intermédiaires. Donc le ministère et les pêcheurs, il n'y a rien entre. Et ils ne peuvent pas dire aux pêcheurs de ne pas pêcher comme ça. Ils sont incapables de contrôler ça. C'est assez étrange. Vous allez demander au Greenpeace à Pékin. Il y a un bureau de Greenpeace à Pékin, vous voulez leur demander. Ils ont fait une étude sur ce genre de poisson. Alors, je reviens de Chine et j'ai enseigné une méthode d'évaluation des stocks assez simple, où on prend les prises et on trouve la trajectoire de biomasse dans l'eau qui est compatible avec ces prises. Et on en fait des milliers de trajectoires. Des milliers de trajectoires, on choisit la meilleure. Il y a certains trucs qu'on peut utiliser. Et voilà, par exemple, en Nouvelle-Zélande, j'ai présenté ça aux Nouveaux-Zélandais, c'est des stocks qu'ils ont évalués avec des méthodes terriblement compliquées. Et on peut faire ça d'une façon beaucoup plus simple. Alors, c'est un exemple de poisson en Nouvelle-Zélande. Ça aussi, voilà. Et voilà ma contribution à l'étude des poissons de Nouvelle-Calédonie. Voilà un stock et un autre qui semble être en bon état. La plupart des stocks que nous avons étudiés, 2000 stocks dans le monde, ils ont une biomasse beaucoup plus faible que celle qui produit MSY. Et j'ai trouvé 2 stocks de Nouvelle-Calédonie qui sont justes. Donc, vous êtes content. Alors, les pêches, on utilise des quotas en général. Et bien sûr, il y a tout un discours sur les quotas. Et c'est une très bonne idée, bien sûr, d'avoir des limites à la pêche. Il faut des quotas, il n'y a pas de discussion, on est d'accord. Ensuite, les quotas, on peut limiter la pêche pour une certaine communauté. Il n'y a que les gens de ce coin qui peuvent pêcher. Ça, c'est tout à fait légitime. Et on peut dire aussi, il y a Paul qui pourra faire ça, et Anna, et ensuite il y a John qui pourra faire ça, mais pas les autres. Alors ça devient problématique. On laisse des individus pêcher. Et on peut donner ces prises autorisées par personne, on peut les donner à ses amis politiques. C'est pour ça que les politiciens jouent au golf. Parce que, et puis on peut donner ces licences, on peut les donner à perpétuité. Alors là, ça devient vachement scabreux et ça devient des ITQ. Elles deviennent Individual Transferable Quota et ça devient transférable. Le résultat est toujours le même. Les quotas sont vendus, revendus, sont achetés par les gros et ça finit par un seul propriétaire. On a la même chose en Colombie-Britannique, on a la même chose en Islande, on a la même chose en Nouvelle-Zélande. Donc si on propose des quotas, vous êtes d'accord. Si on vous propose d'individualiser les quotas, ça devient scabreux. De les rendre transférables, c'est là que ça devient un problème, et à perpétuité. Et bien sûr, parce qu'elles finiront toujours à Wall Street. Elles finiront toujours dans une banque. Mais en fait, les problèmes de la pêche, comme peut-être je l'ai indiqué, ils ont des solutions tout à fait... ils ont des solutions. Il ne faut pas subventionner les pêches, parce que si le ramassage des poissons, parce que la pêche c'est ça, ils ramassent des poissons que la nature produit, si le ramassage des poissons n'est pas profitable, ben ça ne vaut pas la peine de le faire. Voilà. Ensuite, il faut des quotas
basse pour que les biomasses puissent se reconstruire. Il y a toute une théorie là-dessus, et il faut des réserves marines pour les poissons qui sont très sensibles à la pêche. Bon, voilà. Et si on faisait ça partout, on n'aurait pas de problème de pêche. Alors, bien sûr, entre-temps, il y a le climat qui se réchauffe. Et j'ai fait la connaissance de M. Goa. Et c'était juste avant qu'il ait le prix Nobel. Et on était à Hollywood, en train de recevoir un petit prix. Lui, il a reçu le prix, un petit prix d'un autre prix. Et donc, après, il a reçu le prix Nobel, et c'est autre chose. Et il y a, le jour où il a fait une annonce, il a annoncé qu'il n'y aurait plus de glace dans l'océan Arctique en 2050 ou quelque chose comme ça. Il y a une actrice une chanteuse, je crois que c'était une chanteuse, qui s'est divorcée, ou elle ne s'est pas divorcée, elle ne s'est plus divorcée, je ne sais pas. Un truc comme ça. Et cette actrice, elle a fait la prime de la presse, et lui, on ne l'a pas mentionné du tout. Donc, vu que j'avais gagné un prix avec lui, alors lui, moi-même et cette actrice, on est dans le même article d'une étude de Hollywood. Bon, voilà. Alors, c'était rigolo. Bon, alors, on sait bien que tous les poissons, ils ont tendance à se déplacer vers les pôles. Et maintenant, c'est une tendance très forte. Vous pouvez le voir, par exemple, en mer du Nord. C'était des nouvelles à l'époque. Science, qu'on publie dans Science. C'est 3 espèces de poissons qui se déplacent à peu près 50 km par décennie à l'époque. Et on a utilisé les distributions de poissons qu'on a pour étudier ça. Et toutes les espèces qu'on a, on les représente sur des cellules d'un demi-degré latitude-longitude. Alors, par exemple, cette espèce qui est très populaire en Chine, elle vient du nord de Taïwan jusqu'au nord de la Corée du Sud, et il n'y en a pas au Japon. Et la mer de Chine et la mer jaune, la mer de Chine orientale et la mer jaune, sont occupés. Le nord de la mer de Chine septentrionale. Voilà. Alors, parce qu'il a cette distribution, ce poisson, on peut voir qu'il préfère la température de 15 degrés. Donc, on a fait un petit modèle, ou plutôt c'était mon postdoc qui s'appelle William Chang qui l'a fait. Il a fait des petits modèles, un petit modèle dans chaque cellule. Il y en a 180 000 dans le monde. Dans chaque cellule, un petit modèle pour chaque espèce de production de larves par cette espèce. Et les larves elles se déplacent pour chaque génération dans les cellules adjacentes. Et si la température est bonne, elles continuent à produire des larves la prochaine génération. Et si la température est trop faible ou trop élevée, elles ne font pas. Alors, avec ça, on peut faire tourner la moulinette. Et le résultat, c'est qu'on a un mouvement des espèces qui envahissent la Corée du Nord. Là, c'est difficile d'envahir la Corée du Nord, mais ce poisson le fait. Et il envahit aussi le sud du Japon. Et on ne le voit plus pratiquement à Taïwan. Alors ça prend une demi-heure pour tourner. On l'a fait 2000 fois. Avec toutes les espèces. Il n'y a pas d'interaction entre les espèces, mais il y a des tas de contraintes en plus de la température. On utilise des températures prédites par des grands modèles. Et le résultat, on a fait la même chose en Australie pour montrer. Ça, c'est pour que les gens de l'hémisphère sud ne se sentent pas lésés. C'est simplement qu'on peut faire la même chose. Et vous voyez qu'il se déplace vers le sud. Et Et le résultat de tous ces déplacements, c'est que les espèces, il y aura des invasions d'espèces et des extinctions d'espèces locales, n'est-ce pas? Et chaque espèce qui se déplace, bien sûr, elle a un potentiel de prise.
elle peut être pêchée Et cette carte a été utilisée dans le sommaire du CIGEC l'assessment précédent. C'était la première carte qui était présentée de l'effet du réchauffement climatique sur les écosystèmes marins. C'était la première carte. Parce que les choses qu'ils faisaient, c'était surtout des écosystèmes terrestres et des écosystèmes locaux. Mais c'était la première carte mondiale de l'effet des changements climatiques. Et ce qui fait peur, c'est qu'on trouve une bande tropicale où les pêcheries vont diminuer. Bien sûr, elles vont diminuer parce qu'il n'y aura plus de poissons. Ils partent des zones tropicales. Et il y aura des pays gagnants, comme la Norvège. C'est toujours la Norvège qui gagne. Quoi que vous fassiez, c'est la Norvège qui gagne. Et puis les pays qui sont sur la bande tropicale, comme l'Indonésie, ils perdent. Alors, ça, c'est difficile à absorber, c'est dur parce que les pays tropicaux, ce n'est pas eux qui sont derrière le réchauffement global. Et un petit détail, le réchauffement global, entre autres, il va réduire la taille des poissons. Alors, pourquoi est-ce qu'il va réduire la taille des poissons? Ça a intéressé les gens, ça a été dans tous les journaux, parce que les poissons, bien sûr, ils ont des branchies. Alors, les branchies, ce sont des surfaces. Ça apparaît, ça semble être des volumes, mais en fait, c'est des surfaces comme des radiateurs de voiture, n'est-ce pas, pour l'échange de la chaleur. Ça, c'est des radiateurs, en fait, pour l'échange de l'oxygène. Alors, c'est une surface, et le volume, eh bien, lui, il croît en 3 dimensions. Par contre, la surface, elle croît en 2 dimensions. De sorte qu'un poisson, la croissance d'un poisson, ça implique qu'il y a de moins en moins d'oxygène disponible à ce poisson. Tout le monde comprend ça. Je suis sûr que vous comprenez tous ça, sauf les physiologues. Physiologistes. Je suis dans une bagarre énorme avec les physiologistes, surtout des Norvégiens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'une surface, que les branchies, c'est forcément une surface. C'est vrai. Alors, les poissons, il y a une taille, forcément, à partir de laquelle ils n'ont plus assez d'oxygène. Et ça, c'est la taille maximale. Donc, voilà, un poisson qui croît, il a de moins en moins d'oxygène parce qu'il a de moins en moins de surface de branchies par unité de poids. Bon, facile à comprendre. Maintenant, le métabolisme des poissons, il augmente quand la température augmente. Alors, le poisson qui a la même anatomie sera forcé de rester plus petit. Alors, voilà, c'est tout. Mais ça devient un débat incroyable parce qu'ils n'acceptent pas l'idée que la surface, que les branchies sont une surface. Ça va continuer pendant des années. Alors, nous avons publié une carte des diminutions de taille, et bien sûr, elles sont plus grandes, les diminutions dans les régions tropicales. Et on a presque fini. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des prédictions. Alors, pardon ? Tout ça, c'est des prédictions, mais en fait, la température, elle a déjà changé depuis une trentaine d'années. Et les poissons le perçoivent. Alors, je n'ai pas pu résister à vous montrer un de ces trucs. Alors, on a inventé un nouveau concept, ça s'appelle la température des prises. La température des prises. Alors, la température des prises, c'est vous prenez des prises et vous déterminez pour chacune des espèces la température qu'ils préfèrent. Ensuite, vous utilisez les prises pour estimer une moyenne pondérée par les prises elles-mêmes. Vous avez la température des prises, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est facile à faire. Et bien sûr, la température des prises, elle augmente de même que la température elle-même. Et donc, on a dans les régions tempérées, la température des prises augmente comme la température elle-même. Et c'est plus ou moins parallèle. Par contre, dans les zones tropicales, il y a quelques poissons subtropicaux qui s'en vont, mais ensuite c'est fini. Il n'y a plus que des poissons tropicaux en zone tropicale. Donc, qu'ils meurent ou pas, ça ne fait rien, ça ne change pas la température des prises.
Par contre, la température elle-même augmente. Et ça, c'est horrible, parce que ça veut dire que les pays tropicaux vont souffrir des pertes de biodiversité. Et un test de cette généralisation, on l'a fait récemment à une petite échelle, c'est enfin une plus petite échelle, ça c'est la mer de Chine septentrionale, aucun changement de la température. Par contre, changement de la température des prises en mer de Chine orientale et dans la mer Jaune. Donc, c'est vraiment le cas on peut très bien voir que les poissons de mer de Chine, des différentes mers de Chine, montent vers le nord. Et ça, c'est ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire les poissons, à partir de 1970, sentent le changement de température. Et nous, on a encore des débats sur les changements de température. Les poissons ont déjà décidé de foutre le camp. C'est trop chaud pour eux. J'ai presque fini. Donc, le sommaire des histoires de l'effet de température, c'est dans les zones subtropicales et tempérées, on avait des poissons plutôt qui préféraient l'eau froide, et bien sûr, il y a des poissons un peu semi-tropicaux, et bien sûr, les poissons à affinité froide, ils diminuent dans les zones tempérées, et ensuite, on n'aura plus que des poissons plutôt tropicaux. Alors, ça, on peut le remarquer partout. Par exemple, là où je vis, en Colombie-Britannique, on a des poissons mexicains qui se baladent. On a des Humboldt squid, des calmars géants de Mexique. Ils viennent en été, ils sont là, et les gens ont peur, ils se demandent ce que c'est. Et c'est seulement le sud qui vient au nord. Et on a à New York, dans l'État de New York, ils ont des poissons de Floride. Et au Canada, ils ont des poissons de New York. Et j'imagine que vous avez la même chose ici. Les Australiens, en Australie, vous pouvez voir des poissons en Tasmanie qui étaient auparavant au large de Sydney. Et à Sydney, vous trouvez des poissons qui étaient au large de Brisbane. Ça, c'est ce qui se passe. Par contre, plus tard, dans les zones tropicales, excusez-moi, ce que vous avez dans les zones tropicales, c'est des poissons tropicaux, surtout, et bien sûr, ils diminuent, et dans le futur, il y en aura moins. Bon, j'ai presque fini. Tout ça, pourquoi est-ce qu'on accepte, pourquoi ça ne passe pas, pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas? Et un des effets qui empêche la perception de ces changements, c'est ce que j'ai appelé le shifting baseline, le changement des références. C'est-à-dire, chaque personne ne perçoit que, par exemple, cette personne-là va percevoir les changements le long de sa vie, n'est-ce pas? On est conscient des choses, disons, à 15-16 ans. Un adolescent, s'ils sont conscients, on peut le débattre, mais disons, une jeune personne va percevoir le monde autour d'elle, et ensuite, cette personne va vieillir et va percevoir cette différence. Mais elle va croire que cette différence-là, c'est la différence là. Parce que la perception de changement de ses parents, elle n'est pas perçue de la même façon. Et la perception des grands-parents, ils parlent une autre langue de toute façon, c'est du polonais ou je ne sais pas quoi, et on ne parle pas de ce qu'ils percevaient eux. Et ensuite, les autres, c'était dans un autre continent, ils écrivaient en latin, à savoir, et donc on ne perçoit que ce changement-là, au plus celui-là. Et bien sûr, j'ai déjà entendu des étudiants être surpris qu'il y ait des bibliothèques, que des revues scientifiques soient écrites et publiées sous forme de livres. Et c'est les premiers étudiants qui ont cet effet. Et bien sûr, ces étudiants-là, ils ne sauront pas qu'il y avait beaucoup plus de ressources avant. Et ça, je pense que c'est vraiment dangereux. Ça nous empêche de percevoir les changements et ça nous empêche aussi même de lutter contre les changements. Bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci Daniel. Est-ce que des questions, des bras se lèvent dans l'assistance?
Non? Tu as anesthésié tout le monde? Ah bon? Ah, pardon. Andy. No question, no comment. I, I just want to know whether you are as funny as the English translator makes you I'm sound. funnier in English. If you are, it's wonderful. I'm funnier in but English. I look around and I'm laughing and I don't see anyone else laughing. Oh. And if they're C'est la- hearing it c'est in la seule French façon- and I'm hearing it in English, c'est la so seule I'd façon like to de dire thank les the choses. translator. Oh. Le fait est que il est pratiquement impossible de faire un diagnostic des choses comme elles sont maintenant. On n'arrive plus à dire ce qui se passe vraiment. Parce que les gens, beaucoup de collègues même, s'attendent à des bonnes nouvelles. Or, on se trouve en plein désastre. Alors, ça devient très difficile. La seule chose positive que j'arrive à dire, c'est qu'on a l'équipement intellectuel, on sait quoi faire. Mais on ne peut pas faire quand on est bloqué au niveau politique. Et c'est la seule chose positive que je puisse dire. Et il y a maintenant une sorte de... C'est assez sournois, mais il y a des chercheurs, il y a des collègues qui insistent que les seules choses qu'on puisse dire, ce sont des choses positives, des messages positifs. Et ça devient... J'ai même vu... Alors ça, c'est un truc que j'ai vu par hasard. J'étais invité à Associated Press à New York. Ils avaient invité toute une bande de scientifiques et ils avaient reçu de l'argent d'un institut, d'un Hughes Institute. C'est une fondation qui ont beaucoup d'argent. Et ils avaient donné de l'argent pour des nouvelles scientifiques. Et il y a un groupe de scientifiques qui ont été invités pour parler de l'augmentation de couverture de la science par Associated Press. Et il se trouve que la plupart des scientifiques qui avaient été invités, ils voulaient que Associated Press raconte des histoires positives. C'était une sorte ils avaient donné cet argent pour qu'Associated Press donne des nouvelles positives. Et j'ai vu les gens d'Associated Press, ils étaient horrifiés quand ils ont vu qu'il y avait un agenda politique et qu'ils ont rejeté cet argent et ils ont rejeté cette intention que les scientifiques avaient de déterminer ce que les journalistes étaient censés couvrir. C'était effrayant de voir ça. Parce qu'on ne peut plus dire que les choses vont mal. Mais alors, si on ne peut pas faire de diagnose, comment est-ce qu'on peut attaquer la maladie? Si on n'a pas le droit de dire les choses comme elles sont. C'est très grave. La seule façon de le faire, c'est de présenter, peut-être de blaguer un peu pour que ça ne fasse pas peur, mais le fait est que c'est très grave. Oui. Valent maintenant dans les statistiques de la FAO les données chinoises? Alors parce qu'ils font plus que la moitié et à chaque fois on dit c'est faux. Alors qu'est-ce qu'on a Oui, alors en 2001, on a publié un papier dans Nature qui disait que les données chinoises étaient farfelues et qu'elles étaient fausses. Et l'affaire, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que personne n'a su à l'époque, ne savait à l'époque, c'est qu'on avait reçu un contrat de la FAO pour dire ça. On avait reçu un contrat de la FAO pour publier, pour étudier la situation, parce qu'ils savaient très bien que la Chine leur envoyait des données fantaisistes. Et on a écrit un rapport qu'on a envoyé à la FAO. Puis on a écrit un sommaire de ce rapport et envoyé à Nature. Alors, la FAO, ils étaient en train de publier ça, ça aurait été une FAO Fisheries Circular pour les experts, et personne n'aurait jamais dit quoi que ce soit. Ça a été publié par Nature, et en plus, l'Economist, le journal Economist, l'a utilisé pour critiquer la FAO. Et là, c'est là que ça a tourné mal, parce que la FAO, il a bien fallu qu'ils se défendent. Donc, ça a été, on le savait déjà, mais de toute façon,
ces Canadiens ne savent pas de quoi ils parlent. Ça a été tout un truc, ils ont essayé de se défendre. Mais un an plus tard, ils ont publié les données de la FAO, les données de la Chine et le reste du monde séparément. Je ne sais pas si vous l'avez marqué de SOFIA, le State of the World Aquaculture, Fisheries and Aquaculture. Ils ont été séparés pendant une dizaine d'années. Et la Chine a voulu quitter la FAO, ça a été tout un cirque. Et 3 ans plus tard, la Chine a envoyé un expert pour corriger les données rétroactivement. Et ils ont diminué les prises de 16 millions de tonnes à 12 millions de tonnes. Et l'affaire s'est tassée, on n'en parle plus. Elles sont toujours aussi farfelues, mais elles n'arrivent plus à... le déclin des prises qu'on voit n'est plus compensé par les données chinoises. Donc, elles ne sont plus trop faussées. Merci pour votre présentation. J'avais une interrogation, Monsieur Poli, sur votre graphique sur la pêche dans le Pacifique, les pêches des pays du Pacifique. Pour la part, donc vous avez reconstitué les pêches. La part industrielle semblait vraiment faible. Oui, parce que nous avons éliminé les thons. Ah! Oui, je l'avais dit. Parce que si on tient compte des thons, on ne voit rien d'autre. D'accord. Hein? Pour certains pays, il n'y a rien d'autre. Par contre, quand on élimine les thons, on peut voir le reste, il est mieux ventilé. D'accord. Okay. Merci. D'ailleurs, nous n'avons pas évalué les thons. Nous utilisons les données de AFMO, les différentes AFMO. Seulement, on les a harmonisées parce qu'elles ne sont pas harmonisées entre elles. Ça, c'est un autre travail qu'on a dû faire. Voilà. C'est plutôt un commentaire, ce que vous appelez le shifting baseline syndrome. C'est ce que nous, on a tendance à appeler l'amnésie environnementale. Oui, oui. Qui peut être généralisée à l'ensemble, je dirais, des objets d'étude de la biodiversité, des insectes par exemple, hein, et avec le fameux syndrome du pare-brise. Hein. Oui. Voilà, ça veut dire qu'une génération ne sait pas ce qu'était l'état de la biodiversité à la génération précédente, etc. Et c'est un des problèmes, je pense, que nous avons aujourd'hui pour arriver à convaincre un certain nombre de gens du côté dramatique de l'évolution de la biodiversité. Il y a une façon de lutter contre cette forme d'amnésie, bien sûr, et c'est la reconstitution des états antérieurs. Et ça... Enfin, certains papiers ont été écrits selon lesquels mon papier de 1995 a été un des éléments fondateurs de ce qu'ils appellent Historical Marine Ecology. Et il y a maintenant toute une branche de l'écologie historique maritime où ils reconstruisent les prises antérieures, les états antérieurs, et surtout dans le Pacifique. Par exemple, à Hawaï, les reconstitutions des prises de l'époque où James Cook est arrivé là, c'était des prises mais énormes, beaucoup plus grandes que maintenant, et des prises de beaux poissons qui étaient côtiers. Et dans toutes les reconstructions qui sont faites dans le Pacifique indiquent que les prises étaient beaucoup plus élevées. Et les systèmes coutumiers fonctionnaient vraiment bien. Par contre, si maintenant on connecte un village ou un récif au marché international, les chefs n'arrivent plus à gérer les choses. Et ça, c'est un truc, il faudrait vraiment discuter avec les anthropologues, parce qu'on nous dit qu'on peut rétablir les contrôles traditionnels. Moi, j'en doute. Il faut aussi couper la possibilité de vendre du poisson à l'extérieur. Tant qu'il y aura cette possibilité, les chefs ne pourront pas contrôler les flux de poissons. Et c'est parce que le marché était limité avant et qu'on pouvait contrôler les choses. Maintenant, ils sont ouverts et on peut tout faire.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport au déplacement des poissons là, vers le nord ou le sud en fonction de l'hémisphère. Est-ce que, lié au réchauffement climatique, est-ce que ce réchauffement va, comment dirais-je, agir également sur les sources sur lesquelles ils se nourrissent, production primaire, production secondaire, et accroître ou au contraire atténuer ces phénomènes de ressources qui diminuent? Il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc, il y a les déplacements. Est-ce que le réchauffement climatique va diminuer les proies et les prédateurs? Ah. Non, pas nécessairement. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, dans le sens de ma question, pardon, la production primaire diminue du fait du réchauffement climatique et ça fait moins de ressources pour les poissons qui restent. Il n'y a pas que le réchauffement. Il y a aussi un changement des régimes des vents. Et les régimes des vents, bien sûr, on parle beaucoup des tornades et des hurricanes et autres, mais en fait, il y a une accalmie dans le Pacifique généralisée, dans le Pacifique et les autres océans, savoir que les vents sont plus calmes et la stratification plus intense. Et avec une stratification plus intense, il y a moins de mélange de sels nutritifs et en fait, la production diminue, la production primaire diminue. Donc, on a un problème de production primaire qui diminue, d'oxygène dans l'eau qui diminue et de température qui augmente. Et ça, en plus des déplacements. Et là, j'ai participé à une conférence à Kiel il y a quelques mois sur la déoxygénation des océans. Et ça fait peur. Rien que ça fait peur. L'oxygène des océans, on l'a utilisé aussi dans nos simulations. Ensuite, il y a l'acidité. Quand on pense à tous ces trucs, ça fait vraiment peur. Bon, les gens veulent aller au... Ah oui, non. Regarde. On est capable aujourd'hui de modéliser la disparition, l'extinction des espèces dans les écosystèmes terrestres, que ce soit les oiseaux, les reptiles et les mammifères. Et pour les poissons, est-ce que vous avez une date à nous proposer pour l'extinction des poissons actuellement pêchés? Est-ce qu'il va falloir qu'on réduise notre consommation de poissons comme de viande, comme nous l'a proposé Gilles Boeuf hier? Je n'ai pas compris la question. La question, c'est sur la modélisation. Vous avez montré, par exemple, que les poissons tropicaux, ils vont diminuer avec le temps, avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une date prévue de l'extinction des poissons? Je ne vais pas m'avancer. 2048, la fameuse... En fait, la date 2048, je n'étais pas co-auteur de ce papier. Mais je suis le seul à le défendre, ce papier, parce que les auteurs ne le défendent plus. Mais en fait ce qu'ils ont dit les critiques, c'est qu'on ne peut pas extrapoler. En fait, si on ne peut pas extrapoler, on ne peut plus aussi de faire de la science. Parce que la science, c'est prédire des résultats parce qu'on a un modèle, parce qu'on a une compréhension. Et l'idée qu'on ne puisse pas extrapoler, c'est on va à la maison. Qu'est-ce qu'on fait si on n'extrapole pas? On fait des descriptions. Et ce n'est pas de la science. Et donc l'idée qu'on ne puisse pas extrapoler. Et ensuite, si on a quelque chose qui se casse la gueule et qui n'est pas encore là, on peut calculer. Évidemment, il y a des courbes de différentes formes. Mais les auteurs de ce fameux papier, ils n'auraient pas dû donner une date. Ils auraient donné une gamme et l'affaire aurait passé. Ils avaient dit de 1940 à 1960, il n'y aurait pas eu de problème. Ils ont mis 1848 et les gens ont pensé à 1984 d'Orwell et ensuite oui, c'est ça, c'est pour ça. Et puis il y a aussi la fin du monde prédite par les Mayas, soi-disant, en 2012. Les gens ont mélangé tout ça et ils ont pensé que le papier, c'était ça. Oui, Daniel, je suis un peu surpris par ce que tu dis que tes collègues norvégiens refusent de croire que les branchies ont une grande surface et que ce qui compte, c'est le rapport entre la surface et le volume, parce que c'est la base même de tous les problèmes de physiologie. Ça a été écrit en 1952 par von Bertalanffy dans d'excellents livres et détaillé le rapport entre la taille et le volume et tout le rapport entre le métabolisme et le catabolisme. C'est curieux qu'ils refusent de l'admettre. Pour ceux que ça amuse, ils ont publié, et c'est dans Global Change Biology, un journal tout à fait sérieux,
que les lamelles des branchies, c'est comme des lettres dans un livre. Alors, dans un livre, les lettres, elles croissent avec leur troisième puissance de la longueur du livre. C'est-à-dire, il y a le nombre de lettres par page, elles croient, le nombre de lettres en tout croît avec la longueur, la largeur et l'épaisseur du livre. Donc, troisième puissance. Donc, si les lamelles des branchies étaient des lettres, eh bien, elles ne sont pas limitantes. Seulement, ce qu'il y a, c'est que pour lire un livre, il faut l'ouvrir. Et de même, pour que l'eau puisse passer par les lamelles des branchies, il faut les ouvrir. Donc, c'est pas ça du tout. Il n'y a que 2 dimensions disponibles. Parce que si vous mettez une lamelle derrière une autre lamelle, si vous mettez des branchies derrière des branchies, qu'est-ce qu'elles vont extraire de l'eau? L'eau qui sort des branchies, elle a déjà plus d'oxygène, enfin presque plus. Donc, c'est comme si on mettait un réservoir vous avez une traction avant, une belle traction avant, mettez un réservoir derrière, un radiateur derrière le radiateur, ça ne sert à rien. Et ça ne marche pas. Et c'est impossible. Et il a été publié. Ça a été publié, des conneries comme ça. Ben oui, c'est des conneries. Et ça a été publié, vous pouvez voir. Alors maintenant, le papier qu'on a écrit là, il est devenu controversial. Controversial parce que des gens l'ont critiqué. Mais ils n'ont même pas vu que c'était impossible au niveau de la géométrie. Alors, voilà. Voilà à quoi on est exposé. Oh. Tu nous vois tout à fait désolé, Daniel, mais eu égard à nos collègues qui sont perchés là dans leur salle de traduction, je propose qu'on s'arrête là et vous renouvelez évidemment tous nos remerciements. Merci. Te remercier, Daniel.